Bonjour, donc je vous souhaite la bienvenue à ce lancement et à cette lecture. Donc c'est en même temps le lancement du dernier recueil de Jacques Brault et c'est Jacques Brault lui-même qui voulait que son dernier recueil et les œuvres complètes paraissent en même temps. Donc À jamais est un recueil qui est dédié à la mémoire de sa compagne, Madeleine Breton, qui est décédée en 2014. C'était le 25e livre de Jacques Brault et le 14e à paraître au Norrois. Et le recueil est préfacé par Emmanuel et par Paul Bélanger, ami proche qui fut l'éditeur de plusieurs de ses livres. Alors c'est Emmanuel qui a la fille de Jacques Brault, donc qui a mis au point donc ce recueil selon les volontés de son père. Pour ce qui est de l'édition des œuvres, donc j'ai soumis ce projet-là à Jacques Brault en janvier 2015, au moment où je me demandais ce que je voulais avoir fait avant d'arrêter de travailler, mais c'est une façon de parler. Je me doutais pas que ça allait durer encore un certain temps. Alors, il voulait que, comme moi, que l'édition soit pas encombrée de notes, et je remercie Patrick, je remercie les gens des presses de l'Université de Montréal qui ont accepté ce souhait-là. Donc, c'est pas une édition critique au sens strict. Il n'y a pas de notes, en fait, dans le texte. Il y a des notices à la fin de chacun des tomes qui donnent des renseignements sur le contexte d'écriture, le contexte de publication des œuvres aussi. Et si j'ai pu faire ça, c'est parce que j'ai pu rencontrer Jacques Brault à plusieurs reprises, en parler avec lui. Et il m'avait dit... j'ai une seule contrainte à vous donner, c'est que vous vous sentiez parfaitement libre. Alors, je lui ai dit, je peux vivre avec ça. Et donc, on a souvent discuté de ce projet, parfois par téléphone, parfois chez lui. Je remercie donc l'équipe des presses de l'Université de Montréal, Patrick, Guy Champagne aussi, Sylvie Brousseau qui dirigeait l'équipe de l'édition, et c'était des défis considérables souvent. Si vous connaissez un peu l'écriture de Jacques Brault, vous savez que les pages sont parfois assez difficiles à organiser. Ça fait partie d'un jeu qu'il aimait beaucoup jouer, de mettre des textes en marge, de faire des mosaïques. Alors, on s'est beaucoup amusé à faire cette édition-là. Je voudrais aussi remercier les co-auteurs, dont Robert Belançon, qui est ici, là. Les co-auteurs de livres de Jacques Brault qui ont accepté gracieusement que les livres soient repris. Jacques Brault avait l'habitude de co-signer des livres. C'est tout à fait dans l'esprit de son écriture d'écrire avec d'autres, d'inviter d'autres dans ses textes par des citations, mais aussi carrément par des collaborations. Alors, en plus de Robert Melançon, il y avait Jean-Pierre Prévost qui a traduit avec lui l'Apocalypse, qui fait partie des textes qui sont repris dans l'édition. Feu François Hébert, donc, qui avait réalisé des collages à partir desquels Jacques Brault a écrit des textes. Alors, les collages sont reproduits aussi dans l'édition. Et je remercie aussi Madame Mirena Blodgett, qui est la veuve de Ted Blodgett, qui a accepté que le texte que Jacques Brault a écrit avec lui soit aussi repris. Il y a beaucoup de gens que je remercie au début du premier tome. Je ne vais pas tous les nommer. Je veux quand même insister sur la contribution d'Alex Noël et de Pierre-Luc Langevin-Bérubé au début, deux étudiants qui étaient alors des étudiants et qui m'ont beaucoup aidé à retracer des textes, à compléter la bibliographie aussi. Je remercie aussi Michel Biron et Marc Desjardins à la toute fin. Marc Desjardins m'a envoyé les photographies, c'est pour ça qu'elles sont si belles, celles qui sont à la toute fin du 4e tome, comme vous le verrez. Donc, qui est l'éditeur du Temps volé. Et puis, donc, lui, c'était plus à la fin du projet, mais tout au long du projet, j'ai aussi eu l'aide précieuse de Marie-André Lallier, à qui je me suis adressé quotidiennement. Comme Marie-André est réviseur, alors j'avais souvent une experte devant moi. Alors, merci beaucoup.
Alors, pour souligner les deux parutions et pour célébrer la mémoire de Jacques Brault, nous vous proposons donc une lecture avant le vin d'honneur. Et je suis très heureux que tout le monde ait volontiers accepté, et même avec enthousiasme, je dirais. Et le hasard a fait que les textes que les personnes ont choisis sont très variés. Il y a donc 10 livres différents de Jacques Brault, dont vous allez entendre des extraits tout à l'heure. Alors, je les ai placés en ordre chronologique, et j'ai fait de même pour les lecteurs. Pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en ordre chronologique, mais ils ont je vous les présente dans l'ordre où ils vont lire. C'est selon le cheminement de Jacques Brault. Si vous avez déjà un peu lu Jacques Brault, vous savez que ce mot-là, il l'aimait beaucoup. Alors, l'idée, c'est donc de refaire un peu sa trajectoire depuis 1965, le moment de la parution de son premier livre, jusqu'à jamais, donc le recueil posthume dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vous présente les lectrices et lecteurs dans l'ordre où ils vont lire le texte qu'ils ont choisi. D'abord, Nathalie Watten, à l'extrême gauche, professeure à l'Université de Sherbrooke. Je signale que Jacques Brault a illustré son plus récent livre, Le sourire des fantômes, qui est paru au Noroît. Frédéric Bernier, qui est professeur au Cégep de Saint-Laurent et qui a notamment publié chez Fides un essai sur les essais de Jacques Brault, De seuil en effacement. Isabelle Courteau, dont Jacques Brault a préfacé le recueil de poèmes L'inaliénable, paru à l'Hexagone, et qui a notamment dirigé pendant plusieurs années le Festival de la poésie de Montréal. Emmanuelle Brault, la fille de Jacques Brault, qui a publié chez Le Méac un livre sur son père qui est intitulé « Dans les pas de nulle part », c'est paru chez Le Méac. Elle a aussi dirigé un recueil d'hommages à son père qui est récemment paru aux éditions du Silence. Pierre Neveu, qui a été le collègue de Jacques Brault pendant plusieurs années au département d'études françaises de l'Université de Montréal. Dans ses nombreux essais sur la littérature québécoise, il a souvent souligné l'importance de l'œuvre de Jacques Brault. Robert Melançon, qui est à sa gauche, qui était lui aussi le collègue de Jacques Brault à l'Université de Montréal. Il a co-signé avec lui le recueil Au petit matin, qui est paru en 1993 à l'Hexagone. Il a aussi réalisé un entretien tout à fait passionnant avec lui que j'ai reproduit à la fin du 4e tome qui était paru dans la revue Voix et Images dans les années 80. Vous allez entendre ensuite Yvon Rivard, qui a longtemps enseigné la littérature à l'Université McGill, qui a réalisé un choix de poèmes de Jacques Brault qui est paru au Noroît il y a quelques années. Il faisait aussi partie du comité de rédaction de la revue Liberté à une époque où Jacques Brault y collaborait régulièrement, et la revue Liberté a une grande importance dans le parcours de Jacques Brault. Ensuite, Thomas Mainguy, professeur au Collège Sainte-Anne, qui a publié chez Nota Bene un essai qui porte en partie sur l'ironie dans l'œuvre de Jacques Brault, qui s'intitule Absolument Conscience. Ginette Michaud, qui a été, comme Pierre et Robert, la collègue de Jacques Brault à l'Université de Montréal. Les Plumes viennent de rééditer un essai qu'elle a signé sur son ami Par les sentiers de Jacques Brault, qui avait d'abord paru en édition limitée chez l'éditeur Le Temps volé, dont je parlais tantôt. Enfin, Paul Bélanger, qui a longtemps dirigé les éditions du Noroît, où il a publié plusieurs des livres de son ami. Alors, il y avait un autre invité, qui est Georges Leroux, professeur émérite de philosophie à l'Université du Québec à Montréal, qui a été l'étudiant de Jacques Brault dans sa jeunesse. Et il avait accepté avec enthousiasme de participer, mais il ne pouvait pas se présenter. Et donc, c'était vraiment pas possible pour lui. Et je vais lire à sa place un extrait du texte qu'il avait choisi, comme il me l'a demandé. Alors, il désirait lire un extrait de Mémoire, qui est le tout premier recueil de Jacques Brault, paru en 1965. Et Georges Leroux a publié récemment dans Le Devoir un bel article sur ce recueil que vous avez peut-être lu, où il écrit, je cite, que lors de sa publication inaugurale, la poésie de Jacques Brault portait déjà ce qui allait la déterminer pour toute la suite de l'œuvre, la volonté politique d'assumer un héritage, vaincre la dureté des origines, certes il le fallait, mais aussi et surtout donner à la parole une mission d'amour et de générosité. Voici donc un extrait de l'un des poèmes de mémoire les plus connus, qui s'intitule Suite fraternelle. C'est un poème que Jacques Brault écrit à la mémoire de son frère Gilles, qui est mort au cours de la Seconde Guerre mondiale, au moment où
Jacques Brault était enfant. Voici donc cet extrait. Je me souviens de toi, Gilles, mon frère oublié dans la terre de Sicile. Je me souviens d'un matin d'été à Montréal. Je suivais ton cercueil vide, j'avais 10 ans. Je ne savais pas encore. Ils disent que tu es mort pour l'honneur. Ils disent, et flattent leur bedaine flasque, ils disent que tu es mort pour la paix. Ils disent, et sucent leur cigare long comme un fusil. Maintenant, je sais que tu es mort avec une petite bête froide dans la gorge, avec une sale peur aux tripes. J'entends toujours tes 20 ans qui plient dans les herbes crissantes de juillet. Et nous demeurons pareils à nous-mêmes, rauques comme la rengaine de nos misères. Je n'oublie pas, Gilles, et j'ai encore dans mes mots la cassure par où tu coulas un jour de fleurs et de ferrailles. Non, ne reviens pas, Gilles, en ce village perdu dans les neiges de la terre promise. Ne reviens pas en ce pays où les eaux de la tendresse tournent vite en glace, où circule toujours la jongleuse qui hérissait ton enfance. Il n'y a pas d'espace ici pour tes gestes rassembleurs de vérités sauvages. Tu es de là-bas maintenant. Tu es étranger à ton peuple. Dors, Gilles. Dors tout ton sommeil d'homme retourné au ventre de l'oubli. Emperlé des embruns de la paire, tu grelottes en cette Amérique trop vaste, comme un pensionnat, comme un musée de bonnes intentions. Mais tu es nôtre, tu es notre sang, tu es la patrie, et qu'importe l'usure des mots. Tu es beau, mon pays. Tu es vrai, avec ta chevelure de fougère et ce grand bras d'eau qui enlace la solitude des îles. Tu es sauvage et net de silex et de soleil. Tu sais mourir tout nu dans ton orgueil d'orignal roulé dans les poudreries aux longs cris de sorcières. Tu n'es pas mort en vain, Gilles, et tu persistes en nos saisons remueuses. Et nous aussi, nous persistons, comme le rire des vagues au fond de chaque anse pleureuse. Bonsoir. D'abord, je voudrais saluer le travail immense auquel s'est livré François Dumont. Je sais à quel point c'est un travail d'orfèvre, minutieux, long et qui demande beaucoup de patience. Et félicitations pour l'avoir mené à terme. Dans sa marche à la mémoire, Jacques Brault se souvient de ceux qu'on a déshumanisés, de la disparition tragique de son frère Gilles, soldat tombé lors du débarquement allié en Sicile de juin 1943. Depuis lors, resté attentif à la souffrance des victimes de la guerre et à la barbarie dont la parole reste inaccomplie, ces voix empêchées, ces êtres humiliés qui nous incitent à marcher avec eux. Avec colère, indignation et tendresse, Jacques Brault se souvient, comme dans le poème à l'inconnu, paru en 1971, sous la forme d'une lettre adressée à une étrangère. Ce poème a été suscité par le contexte politique de la normalisation mise en place par le Parti communiste pour réprimer le printemps de Prague en août 68. Je vous en lis ici quelques extraits. Tu croyais que le printemps fait un peu mal, un suintement de chaleur, de sève à l'intérieur, une espèce de douce douleur là sous le sein gauche. Tu croyais que ce mal avait du bon. Tu allais dormir. Et puis les rêves flambent, la nuit s'allume. Ils sont là, les crèves-la-peur, les crabes du cœur. Ils sont revenus, les cousins, avec leurs regards sortis des fours crématoires. Ils sont là. Ils sont ici, entre toi et moi. Car il n'y a plus un espace de planète où vêtir nos larmes de pudeur. Le sexe des fusils nous cherche sans cesse et nous pénètre jusqu'à la tête. Où suis-je? Qui le saura? Un vent du sud, si ce n'est toi, vers le nord s'en va.
Je n'entends plus ta voix et plus ne te vois. Un espoir épouvantail s'empale aux antennes des toits, encore et tournoie la chimère partagée. Dis ma colombe, mon passereau, le temps fait bien sa tombe, sa trêve d'ombre au soleil noir. Dis, tu t'en souviens, l'eau est blanche au bord des trottoirs. Tu t'en souviens, dis, les immortels sur le pavé se relèvent de plus belle. Un avenir, paraît-il, va naître, un nous nouveau, bégayant de bonheur. S'il te reste un peu de sang au bout des doigts, un peu de peau dans les mains, s'ils n'ont pas tout pris, s'ils ne t'ont pas farfouillé tout à fait, s'ils ont oublié un morceau de dent, un cil, une goutte de sueur, s'ils ne t'ont pas fait trahir jusqu'à ton premier vagissement, si tu es encore capable de vivre au moins à côté de ton corps, s'ils ne t'ont pas cloué au fond de l'innommable, écris-moi. Écris-moi cette fosse nous est commune, à l'abri du dernier oubli, comme un robot joncé de jonquilles étourdies de printemps, écris-moi. Retrouve la fraîcheur d'homme dans une machine blessée, le temps des cerises, les chansons idiotes, écris-moi, qui parlent d'amour et d'autres hantises, de mort et d'autres sottises, écris-moi, écris-moi. Écris-nous que c'est beau un matin comme les autres matins, comme un malgré tout lucide et tranquille, que c'est beau cette accalmie, comme si plus jamais la bête n'allait bouger dans nos brûlures. Oh, ma nouvelle-née en image, ta bouche endormie sur l'oreiller, c'est ma bouche ouverte en espérance, la tendresse, oui, la tendresse du temps. Alors, merci infiniment à François Dumont et merci à tous d'être là. Je suis très émue d'être là pour célébrer Jacques Brault et son œuvre. Je vais lire Une grammaire du cœur, qui est un petit essai tiré de Chemin faisant. Je l'ai choisi parce qu'il s'agit d'un texte qui relate une scène originelle, pourrait-on dire, à plus d'un titre. Dans mon enfance, il n'y avait qu'un livre, l'Almanach du peuple. Mes parents, mes frères, ma sœur, moi-même et les familles des alentours, nous lisions aussi les comiques du dimanche. Nous étions pauvres et nous n'avions pas les moyens de faire des histoires pour un oui ou pour un non. Un monde partagé de rires et de larmes habitait les saisons de la rue. Monde illettré, donc sans commentaire à se fendre en quatre. Le temps tremblait pourtant, il oscillait entre la dépression économique et les fascismes de tout poil. Au quartier des petites gens, nous nous débrouillions pour survivre, sans héroïsme et sans mensonge. Puis ça m'est arrivé tout d'un coup, une blessure inguérissable. La voisine du haut, avec qui je filais le pur amour, nous avions 8-9 ans, m'annonça qu'elle devait bientôt déménager. Le printemps tirait à sa fin. Nous fûmes un soir à notre dernier rendez-vous. Au fond de la cour, à l'abri des adultes et parmi les premiers pissenlits, nous nous sommes jurés ce que seuls peuvent se jurer des enfants qui s'aiment. L'unique nécessaire, une folie. Je n'ai pas oublié Pauline. La violence, depuis, a succédé à la bêtise. J'ai mûri tant bien que mal, moi aussi j'ai déménagé plusieurs fois. Je n'ai pas revu Pauline. Je ne l'ai pas oubliée. Elle m'avait laissé en partant une vieille grammaire française que j'affectionnais pour sa couverture de toile grise portant l'effigie de peau d'âne et une légende. Sous la grammaire se cache la langue. Après chaque règle, expliquée avec la sécheresse voulue, on citait 2 ou 3 exemples. L'un de ceux-ci m'a bouleversée. Pour la vie. Pour toujours. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Verlaine, le plus grand des poètes mineurs, venait de m'embarquer dans une aventure interminable.
Que c'était beau cette chose-là. Même avec Pauline, au meilleur de notre joie, le secret, je n'avais entendu pareille comparaison. Et je pleurais sous le soleil, je pleurais sans pouvoir m'expliquer si réellement je perdais ou gagnais le sens de ma vie. Voilà comment très tôt se sont liés en moi, formant une même passion, l'amour et la poésie. Désormais, le reste n'aurait plus d'importance. J'ai dévoré des tas de livres, j'ai appris à écrire, je continue cet apprentissage. Il paraît qu'avant longtemps, il n'y aura plus de lecteurs. Alors je me dis que tout n'est pas perdu. Un de ces 4 matins, je me réveillerai sans plus aucun souci de littérature. Mine de rien, sans bruit, j'écrirai. Quelques lignes, peut-être un exemple de grammaire. Et toutes les grammaires auront disparu, sauf la mienne, exposée sous vitrine dans un musée désert. Donc j'écrirai comme on chante quand on est certain que personne n'écoute. Mais en attendant, je n'attends pas. J'écris, je marche avec les autres vers cette existence possible. J'écris tout ça, des papiers mêlés, passibles de malentendus, toujours lisibles, hélas. Car j'écris pour arriver un jour à écrire quelque chose de si invisiblement beau qu'il sera superflu de le lire. Merci. Alors, bonsoir. Oups, bonsoir. Donc, merci à François Dumont pour l'invitation donc, aux éditions de l'Université de Montréal. J'ai choisi de vous lire quelques extraits de L'En dessous, l'admirable, qui a tant compté pour moi et qui résonne encore avec force. Beaucoup de force. On y trouve une charge d'une incroyable violence pour le peu que chaque humain se trouve être dans cette vie, sans confins, et en même temps, on y trouve un espoir de pays. Tout cela doublé d'un humour imparable. On appelle ça la vie. Le chasse-nuit, le hibou. De plein jour, il ne cherche pas les routes, mais les sentiers à demi, rongés de larmes sèches. Un vent noir de ses espadrilles y court dans sa foulée. Rit de ceux-là qui croient toujours en mourir. Quelques sons nés au secret m'arrivèrent un soir, en désordre, débris d'un monde naufragé, presque perdu corps et biens. J'allais tout doucement me quitter, m'étendre et dormir mortellement. Mais ils m'en ont distrait. Silhouette moirée au fond de la pièce, à la lisière de la pénombre, ils ne parlaient pas. Ils me regardaient par en dessous, sans bouger. Le silence pesait. Je n'ai rien demandé. À quoi bon? Cela durerait. Et la vieille névrose n'a pas le choix maintenant. Ou guérir sur l'heure, ou tourner carrément à la démence. Suivons-les donc, ces protoplasmes de mutisme, puisqu'ils me font le dernier signe. Allons là-bas, et si je ne sèche pas sur place, c'est que la vérité sans masque est plus incroyable que je ne croyais. Mais au retour, par je ne sais quelle alchimie, j'ai vu, j'ai touché l'impensable et le plus simple. Je ne dirai pas mon secret. Le dirai-je qu'il ne subsisterait plus parmi nous. Et nous serions comme avant, une solitude à plusieurs. Tandis que maintenant,
L'incroyable a pris un air d'horizon, tout proche, comme une espèce de clôture ajourée, un treillis d'admirable matin. Merci. Bonsoir. Je voudrais remercier les éditrices du Noroît, Mélissa Labonté et Charlotte Francoeur, d'avoir accepté de publier le dernier manuscrit de Jacques, À jamais, sans lequel ses œuvres n'auraient pas été complètes. Merci également aux presses de l'Université de Montréal d'avoir accepté de publier les œuvres complètes de Jacques, présentées aujourd'hui grâce au travail colossal de François Dumont. François, tu disais vouloir faire quelque chose de bien. Jacques dirait que tu as accompli quelque chose de remarquable. En son nom et au mien, merci infiniment. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à l'égard de Paul Bélanger et de François pour l'aide qu'ils m'ont apportée à la préparation de la publication d'À jamais, ainsi qu'à celle des Voyageurs d'hiver, nouvelle demeurée inédite et dont s'est occupé François. Plutôt que des lieux de rencontre, Jacques considérait les œuvres littéraires comme des rencontres en soi, profondément intimes, et qui se renouvellent de manière différente chaque fois qu'elles sont appelées à se répéter dans une vie. Durant les 20 premières années de sa carrière d'enseignant universitaire, il écrira, depuis Mémoires jusqu'à 3 fois Passera, qu'il publiera en 1981. Avec lui, l'œuvre cesse d'être quelque chose. Elle devient un état d'âme, de pensée et de cœur. Elle devient presque quelqu'un, animée par un gigantesque amas de liens arborescents entre des éléments souvent hétéroclites chez lui, convaincu que ce sont les liens que l'on tisse entre nous qui importent plus que les éléments. Son œuvre ainsi conçue renferme une pensée en mouvement perpétuel, prête à toute éventualité, même à se régénérer s'il le faut, capable d'engendrer de nouveaux liens à l'extérieur d'elle-même, destinée à l'affranchir des règles établies, afin que la pensée humaine demeure une indomptable possibilité de l'être. C'était là sa façon de contribuer de son mieux à l'amélioration de notre monde. Jacques se présente en ce sens comme notre complice, celui qui aura su écrire tout haut qui nous sommes véritablement tout bas. Son œuvre existe, au même titre que nous existons. Elle est vivante et le restera à jamais, malgré tout. Malgré tout l'horrible couché devant nous en guise d'horizon, malgré que nous soyons condamnés sans appel et de naissance, malgré le pire qui n'est pas venu, qui viendra, c'est certain. Quelque chose d'oublié, de fondant, l'odeur du pain au four, quelque chose de furtif, le lait caillé des lunes d'été, un reste de sous-bois durci dans les cours de ciment, quelque chose de tendre, de désuet, la première fille, la première fois, si naïve, et qui n'a même plus de corps. Quelque chose qui avait sa vérité, une blessure mal recousue, une manière malhabile de nous fondre en plein jour, une fête avec des rots, des papiers graisseux, des envies de pisser, un dernier coup d'envol parmi les branches frottées de givre. Quelque chose de timide, quelque chose à faire ricaner les bancs de fontaine, fiançailles à bon marché, promesses intenables, rires trop longs. Quelque chose d'infini, un langage vieilli, un regard d'aveugle ébloui, une aurore boréale qui danse de travers, quelque chose qui n'a plus cours, de mal porté, quelque chose qui pèse sur la poitrine, et pourtant léger, quelque chose qui s'attarde, quelque chose de perdu, le cœur. Malgré chaque matin ratatiné à petits coups de prévision, il y a chose plus importante aujourd'hui pour demain. Les salaires, les assurances, la marmaille des infinis quotidiens, la dernière hécatombe, la hausse des prix, l'absolu en pilule. Malgré les yeux qui n'ont plus de tête où trouver une éclaircie, les enfants bouillis dans les écoles éprouvettes, les loisirs en conserve, les famines en mots croisés, les révolutions au destin de cerf-volant, les nuits qui n'osent remuer sous peine de prison, malgré l'espérance rangée dans un tiroir à la morgue, malgré que les cailloux n'envient nullement notre sort, que les carottes aient plus d'avenir que nos rêves, que le ciel ne soit qu'un vide, rempli de poussière,
Malgré la vérité, vieille putain aplatie en descente de lit. Malgré celle en nombre de milliards qui a donné sa vie pour le mirage du rien. Malgré les pourritures au cœur, les traînures de sang, les écaillures dedans. Malgré cette planète en perdition et la dérision de persister, assise à notre porte et patiente, nous attend depuis plus longtemps qu'à jamais. Nous attend douceur de vivre, petite sœur du mourir, sagesse bien-aimée, mal-aimée. La plus folle nous attend de nos folies, saveur d'être, ici, malgré tout. Alors, bonsoir à tous et salut à François pour son merveilleux travail. Je vais lire des extraits de Amitié posthume, donc dans Moment fragile, paru au Noroît en 1984. Amitié posthume parce que l'événement qui nous réunit ce soir donne à ce titre tout son poids d'actualité, de vérité, toute sa substance. Et parce qu'on y entend la voix de notre ami Jacques dans ce qu'elle avait peut-être de plus dépouillé et de plus, aussi souvent, de plus doucement déchirant. Je n'ai jamais vu branche de muscadier. Je l'imagine frêle et souple, odorante, comme tes paupières baissées. Quant au reste, je n'en sais rien. Comme ton nom, crié dans le vent, alors que le chemin t'emportait. Je gravis une colline et je m'assois solitaire sous un ciel vide. À mes pieds s'endort, comme un chien, ma tristesse. Si tu ne prêtes pas l'oreille au mutisme des maisons, si tu ne prêtes pas regard aux fantômes des rues, qui percevra le déclin de l'automne? Grand amour, souvent, semble aucun amour. Rien ne bouge maintenant, ni toi, ni moi. Et la nuit s'en va jusqu'à l'aube. Seule une lueur de lampe a pâli quand nous nous sommes quittés sans bruit. Dans quel autre monde, dis-moi, dans quelle autre vie crois-tu la rencontre de nos silences, réveillés au bruit du matin? Et dans quelle autre nuit ta joue ronde sous mes doigts, lune dévêtue? Quand je n'étais pas mort, excusez-moi, je me suis trompé. La marée monte et les vagues montrent à nouveau les dents. Je suis assis sur la plage, parmi des épaves, à demi rongées. J'attends mon tour. J'attends. Je désire quitter ce monde sur la pointe des pieds, comme on sort de son lit pour ne pas éveiller les dormeurs qui rêvent d'un sommeil sans fin. Si on me demande par ici, dites que je m'éloigne sur la route, mêlant le sel de neige au sel de mes larmes. Dites aussi qu'un grand froid m'accompagne. Je désire quitter ce monde sur la pointe des pieds, comme on sort de son lit, pour ne pas éveiller les dormeurs qui rêvent d'un sommeil sans fin. Quand je n'étais pas mort, j'allais de bon matin balayer les ravines d'ombre. Maintenant, poussière de poussière, je prends soin de mes ombres. La tonalité dominante de l'œuvre de Jacques Brault est une mélancolie tempérée qui est loin d'être tout uniment négative.
Comme son grand ami Gilles Archambault, Jacques Brault connaissait ce que celui-ci a appelé les plaisirs de la mélancolie. Mais il y a aussi dans son œuvre un ton plus dur, un désespoir sans rémission, notamment dans L'En dessous l'admirable, et Il n'y a plus de chemin. Un tel titre est lourd de sens dans une œuvre dont la métaphore fondamentale est justement celle du chemin. Il faut entendre aussi cette voix sombre pour saisir dans toute sa complexité l'œuvre de Jacques Brault. Il n'y a plus de chemin est un livre remarquable à tous égards, où s'entrecroisent les fragments en prose d'un récit mystérieux qui semble fuir à mesure qu'il se forme, et de brefs poèmes qui en condensent les significations. J'ai lu bien des fois ce livre sans me flatter d'avoir épuisé sa profondeur. Du pied, machinalement, tu me vas valser une boîte de conserve rouillée. Tu attends cling, clang, clong ou comme, et tu songes. Tu restes là, le pied en l'air, comme un imbécile de héron. Un facat envahi, en mineur. Oui, sa musique, ce vieil objet à bout de course. Il était posé là, sur ton chemin, par hasard. Il se préparait à faire une fin pas trop moche. La rouille, c'est une jolie couleur. Et puis, ça donne du mince au métal, il en devient papier. Et toi, débris mental, tu tapes dedans comme un marteau. Pourquoi? Tu ne pouvais pas imaginer le secret sonore surgissant de cette chose clocharde. Est-ce en amont ou en aval du monde? Qui donc bégait dans ce métal qui se désagrège? Quelle autre personne as-tu distrait de son angoisse et de sa solitude? Cela se passait dans une impasse. Vous avez abouti face à un mur criblé d'yeux et de bouches, quelque chose d'obscène et qui vous assassinait tous les deux. Ô ravissement! Sirop de groseille et solitude donnent le tournis d'enfance aux cheminots de l'angoisse. On se griffe, scarabée crochu, on râle ému et crapaud, on s'essouffle, oiseau de flamme. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut vider son sac. Entre la broche et la ficelle, se bricoler une manière de vie, une sorte d'agonie, quoi. Il y a une paire de chaussettes couleur pavé, des bottines sans semelle, au moins ça couvre. Il y a aussi une gourde et un paquet de mou gris et rose qui doit être mangeable en se pinçant le nez. Puis on se paye une sieste dans un terrain vague bordé de maisons closes ou dans des buissonnements qui sont sauvages. On joue aux juifs errants. On se prend pour un autre, qui se prend pour un autre, qui, etc. Et on s'échappe de soi et de l'autre. C'est bon, la halte du soir, comme une maladie bienfaisante. On flâne au bord d'un abîme. On se compassionne. Pendant tout ce temps, le feu agonise et la casserole se décide à bouillir. On boit jusqu'à sécheresse. On s'en rêve. On ressemble à un sac de couchage. Couler sur ses genoux, au milieu du chemin, faire une flaque rêveuse et gardienne de sommeil enfin, ou se noyer. Bien. Bien, merci de l'invitation. Donc, après avoir reçu l'invitation de François, pour une fois dans ma vie, je n'ai pas eu à choisir, car le soir même, j'ai fait un rêve dans lequel il y avait Jacques et beaucoup de chevaux. Impatient de retrouver dans l'œuvre ces chevaux dont je n'avais aucun souvenir, j'ai écrit évidemment à François, Mémoire vive de Brault, et à Emmanuel, l'autre mémoire. François m'a tout de suite indiqué au bras des ombres, où dès les premières pages, 2 chevaux, un du laitier, un du boulanger, m'ont conduit près de l'enfant déjà poète. Et pour compléter l'attelage, Emmanuel en a rajouté 2 autres. Premier cheval. C'était il y a bien longtemps. C'était ma rue avec beaucoup d'arbres et la lumière joufflue comme le visage, tu sais, quand il s'éveille à demi. C'était bas et lent, une psalmodie devant par les balcons, les corniches. Un chat de ruelle, un rat d'égout fuyait de concert au grelot du cheval. La voiture blanche, luisante comme de sueur, suivait. C'était la musique des bouteilles choquées, les sabots jaunes sur le pavé noir. C'était la ferveur du matin, folie belle et brisée d'un peu d'effroi. C'était une traînée de nuit, bleu pâle, au flanc du lait.
J'avais envie de mourir à la fenêtre, petit homme précaire et décliné de solitaire béatitude. C'était ainsi, c'était la bonne heure, et qui sous la cendre des jours s'attarde comme une rumeur, ne sachant plus où aller mourir. Deuxième cheval. Ce pain rompu dans mes mains n'est pas le partage qu'au matin aimait le cheval borgne du boulanger. De la croûte à la mie, tout était bon à produire les pommes de route qu'un Rimbaud, voyageur à la Grande Ourse et poussait perdu en Afrique, eût suivi jusqu'en son enfance violée. Mais mon cheval amoureux du pain m'enseigna de son œil noir le monde à voir plutôt de loin. J'ai perdu une ligne, mais oui. J'avais 12 ans, l'âge éternel d'Arthur et grand de fin de poésie. Le boulanger, pour sa part, se rompait au travail. Il faisait de la brioche et des rhumatismes, portant sa corbeille sur la hanche. Nous attendions, le cheval et moi, le retour du dernier pain, le laissé pour compte, et nous le partagions à belles dents avec force rire et hennissement. La rue de nos amours boulangères s'enfonce dans la douleur du temps, à l'abattoir la rocinante, et sans chaud pensif, je pense avec ce pain brisé, mais pour qui? Dans mes mains, cependant qu'au matin, un petit reste d'ombre s'effiloche comme une crinière. Les deux autres chevaux nous sont fournis par Emmanuel dans son livre « Dans les pas de nulle part ». Je raconte, c'est Emmanuel qui parle. Au pays du petit Jacques, dit-elle, il y a la ville, et dans la ville, il y a la ruelle où se forme la première image matricielle du plus lointain souvenir qui marque le bambin de 2 ans et demi. Un petit tricycle en bois, peint en brun, qu'il prend pour son cheval, au même titre que ceux que l'on trouve partout dans les rues à l'époque, qu'il promène et qu'il nourrit de carrés de sucre imaginaire déchirés dans du carton. Un souvenir enfoui profondément et qui refera surface près de 25 ans plus tard, lorsqu'après avoir parcouru l'œuvre de Nietzsche, Jacques, étudiant à Paris, lira la biographie du philosophe. L'épisode qui provoquera ce retour aux sources se déroule dans une rue de Turin où Nietzsche est témoin d'un événement qui le bouleverse. Un cocher est en train de fouetter cruellement son cheval. À cette lecture, l'émotion provoque un recul dans le temps et Jacques retrouve son tricycle cheval qu'il n'oubliera jamais. Et il y en a un 5e, encore fourni par Emmanuel, que je mettrai dans la salle où on prendra un verre plus tard. C'est une sculpture faite par Jacques à partir d'un bois trouvé, qu'il a fait en 2011 et qu'il a intitulé successivement, attendez, j'ai les titres ici, ils sont trop marrants. Le premier titre qu'il a donné à cette sculpture, c'est « Faire de vieux os ». L'autre, c'est « Vieillir en hiver ». Et pour finalement, réduction oblige, ça s'appelle « Vieillesse ». Et Emmanuel dit qu'il a amené ce cheval jusqu'à la fin, près de lui. Voilà, merci. Alors, à mon tour, merci François de l'invitation. Je lirai donc des extraits d'Au bras des ombres également. Je lirai 3 poèmes extraits de la suite éponyme, donc de poèmes intitulés Au bras des ombres. Alors pourquoi ces poèmes? Je les affectionne particulièrement, entre autres parce que l'amitié au cœur de la lecture profonde, est, disons, redite par Jacques Brault ici. Alors, dans ces poèmes, Jacques envoie la main pudiquement à des poètes, je dis pudiquement parce qu'il ne les nomme pas toujours, à des poètes, des philosophes qui l'ont accompagné, et dans un même geste, il va saluer tantôt sa mère, son père, un ancien camarade de classe. Et tous ensemble, ils vont voyager ombre parmi les ombres. Alors, la frontière entre les morts et les vivants paraît donc soudainement arbitraire. Une seule mélancolie les fait s'embrasser. Cette tristesse abrasive qui permettait à Brault d'adhérer si bien au monde. Car sa tristesse allait, elle va toujours, droit au malheur pour en extraire la joie complexe d'habiter cette terre. Ma mère ne connaissait pas Nietzsche, ni les autres Zarathustra qui prédisent d'importance. Ma mère ne savait pas lire, ou à peine épelant les mots, à la lueur jaune de la lampe,
du même jaune que les étoiles, non pas du ciel et très haut, mais sur les habits des Juifs. Comme au fond de mes yeux d'enfant, tout cela est mort, brûlé, au même oubli. Nietzsche gagne des oracles chez les importants. Ma mère, David le cordonnier, Abraham et Sarah les horlogers, colloquent quelque part des étoiles en leur commune cendre et qui font des trous noirs aux lumières de notre temps. Le jour est si lucide sur une orange de Cézanne. Et vous, Marie, vous êtes tellement morte. Ai-je jamais su, sans vous connaître, pourquoi je rôdaille, nostalgique où vous gisez, pelé jusqu'au noyau de l'être, avec de la poudre d'os tout autour, et votre poème fragile se promène, maintenant encore de personne, confié comme une orange à la main d'une écolière et qui s'appelle Marie. Marie les ombres, répètent les échos, de l'en bas qui vous tient dans ses bras, et vous ajourant à la nuit, furtive, ombre grisée qui se marie translucide à nos ombres avancées. C'est facile de mourir, au point qu'on n'oublie pas d'oublier. Le vent se mirait aux fleurs du pommier, renversait à peine leur poudre de pastel estompée. Je vous regardais, arpenteur d'autrefois, marchant au verger, vous alliez mourir amoureux de figures délavées. Quand vous arpentiez vos songes, était-ce Clara délébeuse, enluminée aux montagnes Pyrénées? Était-ce Yvonne de Galais, brouillardeuse aux étangs de Sologne? Et maintenant le soir, lui sur votre costume noir puis s'efface. Arpentant votre passage, je ne vois plus qu'une ombre vaste. Quel était votre nom déjà? Merci. De mon côté, j'ai choisi de lire des extraits de l'essai Le Bricoleur, qui se trouve dans le recueil Chemin perdu, chemin trouvé, paru en 2012. Jacques Brault y aborde son rapport à l'écriture et aussi la pratique des arts graphiques. Il me disait que dans sa jeunesse, on lui avait souvent répété qu'il était gauche, mais il ne s'est pas privé pour autant de pratiquer le dessin, la gravure, l'aquarelle et même la sculpture. Quant à l'écriture, il en parlait volontiers comme d'un griffonnage et il disait se considérer comme un éternel apprenti. Voici donc quelques extraits de cet essai. J'ai choisi, comme Frédéric, de vous faire entendre la voix de l'essayiste. Pour ma part, le premier métier, celui qui assurait le gagne-pain en même temps qu'il me passionnait et me chargeait de devoirs, ce fut l'enseignement. J'ai passé le plus clair de mon temps à l'école, sans exclure l'autre école qui, je le confesse avec plaisir, me laissait le loisir de buissonner, à la ville comme à la campagne, et même ailleurs, dans le nulle part de la rêverie. L'écriture littéraire m'aura-t-elle été un second métier? Je dirais plutôt un artisanat, et même un bricolage. Pendant des années, j'ai poursuivi mes études pratiques d'écrivain, elles durent encore. On s'étonnera peut-être de la chose, tant on est persuadé que prime la fameuse inspiration, le besoin de dire quelque chose d'important, quand ce n'est pas le désir de révéler les dessous cachés du monde. Mais je me persuadais qu'on devient écrivain comme on devient peintre ou musicien, par l'étude, les exercices, l'examen des œuvres qui comptent, la recherche de solutions pratiques à des problèmes pratiques. Avoir du génie, du talent, un don inné, si je m'étais vraiment posé la question, je n'aurais rien entrepris. Mon seul but, c'était d'être dans la langue, comme après une nouvelle naissance. La langue m'est apparue infinie par ses ressources, ses sédimentations, ses vocations suggestives, ses bouleversements possibles, et en fin de compte, elle m'a mené vers la justesse, jamais atteinte, la simplicité, une complexité à rebours, l'économie, le trop appauvri, l'insouciance au cœur de la minutie.
Voilà mon témoignage d'étudiant écrivain. Tout cela ne brille guère par l'audace inventive ni par la hauteur de ton, mais le regret stérile ne m'habite pas, ni le mépris facile. Le soir approche, lentement j'espère, où je rendrai ma dernière copie de potache chinoisée. J'irai avec un sourire entendu me mêler au jeu éternel de ceux pour qui, non, par qui, j'aurais essayé d'écrire le plus proprement possible. Merci. Bonsoir. Quand François Dumont m'a invité à participer à cette lecture, je lui ai répondu très vite, sans même réfléchir, tant le choix du poème s'est immédiatement imposé à moi. Ce seraient les Myosotis. Pourquoi? Tout simplement parce que Jacques avait écrit ce poème pour son ami Claude Lévesque et que je l'avais lu en son absence lors de la cérémonie d'adieu en hommage à Claude le 11 avril 2012. 10 ans plus tard et quelques, le poème parlerait de nouveau, mais pour l'autre ami cette fois. C'est un peu cela, la mémoire du poème. J'ai toujours aimé cette petite fleur bleue, Forget Me Not, qui fleurit au printemps et qui me rappelle le bleu de la poésie de Hölderlin, mais aussi, plus concrètement, le bleu étincelant des yeux de Claude, et maintenant ceux de ma grande amie Nicole Deschamps, qui nous a quittés cet été et à qui je dédie cette lecture également. C'est donc un poème de mémoire entrelacée et de profonde amitié, l'un des plus beaux de Jacques, si cela a un sens de dire cela. À François, Emmanuel a confié que son père avait écrit ce poème après une longue période au cours de laquelle il n'écrivait plus. Ce serait en quelque sorte le point de départ de son dernier livre. J'ai comparé la version que Jacques m'avait remise en 2012 avec celle dans À jamais, et je me suis émerveillée de sa minutie. Il a retouché une virgule, une seule, et rectifié un verbe pronominal et laissé tout le reste intact. Oui, il aimait ce poème. Les myosotistes, donc en exergue, ces mots de Claude Lévesque, nous appartenons au lointain. Les oubliés de la nuit, quand le soir s'obscurcit, prennent soin en secret des éphémères là, soudains de survivre. Ainsi les effarés, les éblouis dans la sauvagerie du pêle-mêle, où les met un vent fou comme un loup de douleur, cherchent un autre monde, où l'angoisse alors est légère, où le temps se repose sur la paille de l'espace, avec des airs de fête masqués. Maintenant, il fait froid, seulement froid. L'oubli laisse des bleus sur le visage des oubliés. On dirait des lunes éteintes sur fond de nuit. On dirait encore, mais fumée de fumée, notre souvenir s'évapore en chemin obscur et meurt de nuit, chien aboyé par les chiens. À l'aube, la musaraigne parmi les ombres bleues pousse du museau l'araignée vers son néant et se mélancolise sous l'œil du hibou saturnien. Mais l'oublieuse mémoire chavire et s'étonne à la vue de l'herbe traversant le bitume que la ville abrite une campagne qui court les rues. Là-dessus, l'oiseau kildire, en son lointain cousinage avec le grand corbeau bleu-noir, console de son chant rauque les jeter aux oubliettes. Et toute la plume du ciel frémit d'amitié. Là, enfin, tu songes. Notre planète si naïve, 1000 fois violentée, elle reste belle, tu sais, heureuse de rien, donnée entière au presque non-être, qui en retour parsème ses nuits de myosotis. Permettez-moi d'ajouter un petit supplément et de vous lire quelques lignes que j'ai découvertes dans la section Clarté nocturne de À jamais. En les lisant, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'elles faisaient écho à notre conversation ininterrompue et la relançaient en quelque sorte. Les voici.
Jacques Derrida parle du poème comme d'une bénédiction. Il faut comprendre le mot à la lettre. Bene, dicere, dit le latin. Donc le bien et le beau de la langue, unis en une seule suggestion langagière, constituent la poétique de la poésie en tout poème, littéralement. Voilà qui est très bien dit. Merci, Jacques. Merci pour tout, merci pour ce qu'on entend, merci d'être là. Je pense que c'est une invitation à relire, évidemment, tout ça. Et on en a pour de belles années. À jamais est un livre non seulement qui conclut un parcours, mais qui l'ouvre en même temps sur tout ce qu'il a déjà fait. Et ce qui m'étonnait dans les dernières années, dans les 15 dernières années, c'est la liberté de Jacques à réinventer, à partir de formes très anciennes, des poèmes absolument de notre temps. J'aimerais également saluer les premiers éditeurs de Jacques, René Bonenfant et Céline Fortin, qui ont accompagné Jacques pendant les 20 premières années de la vie du Norrois. Donc, à jamais. Beauté sans pareil d'un jour, voici les mérocales qu'on voit s'ouvrir le matin, puis se fermer après le couchant. Le lendemain, elle se défait doucement, et le troisième jour, elle tombe dans une obscure buée d'étoiles éteintes et nous laisse en souvenir une douceur d'être pareille à l'écaille qui colore les ailes des papillons. La source de toute affection demeure si lointaine, mais elle reluit encore dans tes regards épuisés, si peu se souvenant parmi les rengaines d'une félicité chantante tout bas, tout bas. Au temps où tu étais châtelaine des petites choses qui exaucent la vie quotidienne. Ici, nous t'oublions à nouveau, âme reniée, que notre langue se dessèche, et nos yeux et nos oreilles, puis entrons tout droit là où l'on gît de tout son corps vidé, à l'exemple du poète Tao Wan Ming, mort de faim littéralement sans mot dire. Sans retour. Aux portes d'ombre, il y avait foule d'ombre, et ce glas de cloches fêlées, lourdeur à vous écraser la poitrine, il n'y avait plus qu'à glisser dans le froid tranquille, cousin de cousine la néante. C'est ce qu'on dit, mâchant le mutisme, et l'effroi ne m'a pas fait son fruit. Peu à peu, une étincelle a buissonné d'ombre, lumineuse maintenant, et ta voix, inconnue, écrit dans l'espace un signe, proche, mais non pas matière à malheur, plutôt Mirabelle, soleil d'enfance. Tu es là, tu ne t'en vas pas, sans m'emporter tout vif, vieille chanson ensommeillée d'ombre. Visite à Trieste. Trieste qui s'ensommeille, entre mer et montagne, au fond d'une Adriatique très sage, Trieste, jamais visitée en personne, qu'on imagine pour l'amitié de Saba le mélancolique, timide, Trieste, triste sieste, ennui, du temps d'aventure autrefois, Trieste chargé de pénombre, égaré sans savoir, et encore toi, Umberto, tard dans la nuit,
brisé d'une ferveur secrète, Trieste qui ne savait que faire d'un poète réfugié au cœur de l'innocence. Et permettez ce petit ajout à la toute fin de À jamais. Virevolte. Gagne ta solitude, là où rien ne t'élude. Pour écrire un poème, mets un peu de crème sur tes vieilles blessures et autres salissures. N'appuie pas. Quant au crime, tu en feras des rimes faciles, passant outre à la paille des poutres.